Bonjour à tous, bienvenue dans la leçon 4 de la méthode Fonzi. Et dans cette leçon 4, nous allons enfin, jusqu'à présent j'avais pris des moyens de substitution, nous allons enfin saisir l'archet. Et pour commencer, nous allons regarder un petit peu la baguette de l'archet. Alors, vous pouvez voir qu'un archet a une baguette un peu incurvée, comme ceci. Si la baguette n'est pas incurvée, c'est que vous l'avez trop tendue. L'archet est un petit peu épais par là, vers la base, et puis très très fin vers le bout. Alors la base de l'archet ici, nous la nommons et nous l'appelons le talon. Et le bout de l'archet, l'autre extrémité, nous le nommons aussi et ça s'appelle la pointe. Talon, pointe. Et nous parlons aussi souvent du milieu de l'archet. Nous pouvons tout simplement, avant de positionner les doigts, tenir l'archet à différents endroits. Ici par exemple. Ici. Et puis enfin là. Vous allez voir et vite comprendre que le poids de l'archet est réparti de façon complètement inégale. Dans l'archet, nous avons un point stratégique. Et ce point stratégique, ça va être le point d'équilibre. Le point où l'archet, vous pouvez maintenir l'archet en équilibre. Alors pour chacun des archets, c'est un petit peu différent. Il faut chercher un peu. Et vous le trouvez quand même précisément en dessous du milieu. Et nous avons ici le point d'équilibre. C'est l'endroit de l'archet qui est le plus facile, ou l'archet le plus facile à manier. Alors vous pouvez reprendre ce que nous y avons fait avec une baguette et un crayon et poser à cet emplacement du point d'équilibre la baguette de l'archet et remettre les doigts, comme nous avions fait. Et nous pouvons reprendre les petits jeux de la dernière fois. Nous avions l'essuie-glace, rappelez-vous. La locomotive, dans un sens, dans l'autre. Toujours, nous pouvons faire semblant de dessiner quelque chose en vide, ou d'écrire son nom, par exemple. Au fur et à mesure, vous pouvez continuer la même chose en descendant la main en direction du talon. Par exemple, si nous prenons juste l'essuie-glace, là je suis descendu déjà un petit peu en dessous du point d'équilibre, et je vais continuer à descendre encore. Et je continue. Jusqu'à ce que j'arrive au bout, ici. Et maintenant, nous pouvons vraiment voir la position exacte des doigts sur l'archet. Vous avez ici une petite partie en cuir. Précisément, chez moi, c'est de la peau de lézard. Et je vous montre précisément, vous avez ici la hausse, c'est le petit carré noir. Le bouton qui sert à tendre l'archet, c'est la vis. Ici, vous avez un petit grain de nacre. Je vais y revenir tout à l'heure parce qu'il est important. La partie en métal qui est ici, entre la mèche et la hausse, s'appelle la bague. Et enfin, la poussette ici. Donc, si je reprends le petit système de la fois dernière, où nous mettions d'abord la main bien décontracte, la baguette dans le majeur, mais nous allons prendre vraiment le bout de la poussette ici, que nous mettons dans le majeur. Nous mettons le pouce plié dans cette poussette, et vous voyez que le pouce va venir toucher la mèche. Ça, c'est pas tellement grave. Vous retrouvez avec le pouce contre la partie en métal qu'on appelle la bague ici, et le majeur de même face au pouce
et qui lui aussi touche la bague. Si je renverse, nous avons donc le pouce sous la poussette, contre la bague, le majeur qui enveloppe bien l'ensemble, qui vient chercher la bague. Après cela, nous avons l'annulaire, c'est celui-là. Et bien lui va se mettre sur le bouton nacre, c'est le petit point qui est à côté, là. Et nous avons les deux dents de lapin de la fois dernière, vous vous souvenez? Après cela, le petit doigt, bien sur la baguette. C'est très important. C'est lui qui gère l'équilibre, rappelez-vous. Si je le lâche, pouf, tout tombe. Si vous le tendez comme ceci, d'une part, vous créez une tension. Deux, vous allez avoir des gestes complètement de travers parce que vous allez raidir vos doigts, raidir le poignet et raidir le bras. Puis quant à l'index, lui se pose. Alors c'est différent. Tout ça s'adapte selon votre morphologie, bien sûr. Nous avons tous des doigts très différents. Chez certaines personnes, on écarte bien l'index des autres doigts. On dit même que quelquefois, il faut avoir la place de mettre un autre doigt, vous voyez, entre les deux. Mais vous pouvez aussi le rapprocher. Ça, c'est un petit peu à vous de voir. Très important, c'est de ne pas avoir l'index qui plonge comme ça. Il doit rester sur le bord, dans la phalange qui est au centre, comme ceci. Si vous le mettez comme les dents de lapin à côté, si vous faites une troisième dent de lapin, vous allez avoir tout le poignet qui va se mettre comme ceci. Et vous allez avoir une position pas très dans les normes. Vous faites mal en plus, moi ça me tire l'épaule. Petit rappel, l'avant-bras, le poignet et les doigts forment un plan, une ligne. Donc jamais comme ça. Il faut avoir le bras ouvert, le coude un peu levé pour former un plan. Nous avons positionné tous les doigts. Ça, c'est la position officielle. Et comme je vous le dis, à vous d'adapter en fonction de vos difficultés personnelles, de votre morphologie. Après cela, nous pouvons reprendre tous les jeux. L'essuie-glace. Là, évidemment, vous pouvez voir que le poids est très difficile à gérer. Un archet, c'est très très long. Regardez, comme c'est grand. C'est la moitié du corps. C'est la longueur d'un bras. C'est très très grand. L'essuie-glace. La locomotive. Dans un sens. Marche arrière, la locomotive. Vous faites semblant d'écrire, de dessiner. Vous regardez en l'air, vous regardez en bas. Et vous naviguez de droite à gauche. Entraînez-vous bien à saisir l'archet d'abord comme ceci. Et c'est seulement la fois prochaine que nous allons commencer à caresser les cordes. Encore un petit peu de patience. Mais la patience paye dans l'apprentissage du violon. Deuxième sujet de cette leçon 4, la position des doigts de la main gauche. Je vous propose de prendre un stylo, de faire un petit dessin dans le creux de la main. Comme ceci. Vous voyez, j'ai fait une fleur. Nous avons dit la dernière fois que le poignet ne devait jamais être cassé. Toujours avoir le poignet et les creux de la main. Alors on dit aussi, c'est comme si on tenait une grosse balle, ça c'est vrai, pour avoir les doigts bien ronds. Et si vous ne pouvez pas voir la fleur, c'est que vous avez le poignet cassé et que ça ne marche pas. Reprenons la position du violon comme la fois dernière. Alors je vous recommande vivement de placer le violon par la main droite pour relaxer l'épaule gauche. Nous levons la tête, nous dirigeons le violon.
sur la clavicule. Le bord du violon touche bien le cou, ici, ça c'est très important. Nous tournons la tête et nous posons le menton sur la mentonnière. Après cela, nous pouvons reprendre notre main gauche, notre petite fleur, mais d'abord on va mettre la fleur ici. Puis après on met le pouce en contact avec le manche, comme ceci. Alors vers le bois du violon, nous allons appeler ça la position haute. Vers la tête du violon, nous allons appeler ça la position basse. Et pour l'instant, nous restons en position haute. Rappelez-vous aussi de l'ascenseur qui glisse. Vous regardez la petite fleur. Les doigts vont porter des numéros. Nous avons ici l'index, ça va être le doigt numéro 1. Il y a des notes que vous allez jouer avec le premier doigt. Donc. À côté, le majeur, ça va être le doigt numéro 2, le deuxième doigt. Lui aussi va jouer des notes. L'annulaire, ici, ce sera le troisième doigt. Et le petit doigt, ici, l'auriculaire, ça va être le quatrième doigt. 1, 2, 3, 4. Je remets la main ici, je regarde la fleur à nouveau, je place le pouce contre le bord du manche, je fais glisser l'ascenseur, ça c'est pas mal. Position basse, position haute, position basse, position haute. Alors évitez de mettre la main trop comme ça, moi j'aime pas. Je préfère qu'on arrondisse les doigts, comme si vous aviez la paume de la fois dernière, vous vous souvenez, dans la main. Après ça, vous allez poser le premier doigt dans le pouce, comme ceci. Un petit peu comme nous avions fait avec l'archet. Nous posons le pouce en contact avec le bord du manche. Et nous allons faire une boucle. Et avoir le doigt qui va se poser. Vous pouvez choisir une corde, n'importe laquelle. Et le doigt va être dressé. Vous allez regarder l'ongle du premier doigt et vous regardez à ce que l'ongle soit planté. Non pas couché comme ça, mais bien dressé. Ici, essayez d'abord dans un premier temps de ne pas avoir la main trop appuyée contre le bord du manche et de la touche. Alors quelquefois ça sera difficile de faire autrement, surtout quand on joue sur la corde sol, mais il faut à tout prix éviter de serrer entre le pouce et le bord de l'index comme ça. Parce que là, ça ne va pas glisser, vous allez raidir. Juste le pouce en contact avec le bord du manche. Et vous posez le premier doigt bien dressé comme ceci. Et moi, j'ai toujours un petit espace de libre en fait ici. Entre le bord du manche de la touche et puis le bord de l'index. Quelque chose de très important. Ici, vous avez la base des doigts. Nous pouvons reprendre un stylo une fois de plus. Je vais faire une petite marque ici, à la base de l'index. Cette base peut toucher le bord du manche. Mais alors, une chose qui ne doit pas se passer, c'est jamais cette trace doit se retrouver en dessous du manche. Trop au-dessus, vous allez forcer. À la même hauteur que les cordes en fait. Ça sera très bien. Il faut diriger la main vers les cordes. Vous pouvez prendre la main et puis faire comme ceci, poup, comme une petite marionnette qui se tourne. Vous voyez, vous avez la fleur, vous regardez la fleur, et vous tournez la fleur vers la gauche. Il y a une petite rotation dans l'avant-bras et dans le poignet qui se produit, et nous en avons besoin pour diriger la main en direction des cordes. Toute cette base des doigts ici ne va pas être perpendiculaire au violon et parallèle aux cordes, vous voyez. Alors ça c'est déjà un petit peu difficile à obtenir pour l'instant. Le pouce qui glisse le long du manche.
le premier doigt, qui fait une boucle, qui se pose sur une corde sans s'appuyer. Et on fait glisser les deux ensemble. Alors si nous vous faisons des petits morceaux en pizza, vous pouvez mettre la main en position haute. Et au lieu de poser la main ici sur le bois du violon, vous tournez la main vers les cordes et vous posez tous les doigts alignés le long de la touche. Ce qui va mettre la main dans un meilleur axe pour la préparer à jouer des notes par la suite. Le pouce doit rester sous le manche quand même. Si vous avez le pouce qui est complètement sorti, qui ne tient plus le violon, comme là, il n'y a plus rien qui supporte le poids du violon par-dessous. Donc les doigts le long de la touche. Le pouce qui reste en contact avec le bord du manche. Troisième sujet de la leçon 4, la pulsation. C'est un sujet très important car c'est peut-être la clé de la réussite en musique et en tout cas une base fondamentale, commun à tous les instruments. Vous avez sans doute observé les musiciens quand ils jouent, qu'ils font un petit battement comme ça. Ce battement, c'est la pulsation. C'est un petit battement que l'on fait et qui doit être régulier. La pulsation est d'abord très utile pour déterminer le tempo d'une musique. Le tempo, c'est la vitesse. Par exemple, je joue une petite danse, je prends un tempo très lent et je vous joue la musique très lente. Maintenant, je vais prendre un battement régulier mais plus rapide. Et le morceau va être plus rapide. Encore plus rapide. Ça, c'est le tempo. Deuxième utilité de la pulsation, c'est de contrôler la durée des notes. Et cela va nous permettre d'organiser les notes selon leur durée. Et cela s'appelle le rythme. J'ai ici un petit appareil que l'on appelle un métronome. Il nous permet d'avoir ce battement régulier. C'est une machine à taper la pulsation. Les chiffres correspondent à des battements par minute. Le chiffre 60 correspond à 60 pulsations par minute. C'est la seconde. Maintenant, si je mets 90, c'est un battement plus rapide, pour une musique plus rapide, qui correspond à 90 battements par minute. Je mets la musique à 60, comme la seconde. J'espère que vous entendez le petit battement. Et vous voyez, je peux jouer une note qui dure seulement un battement. On va dire un temps. Et maintenant, je vais jouer une note qui dure plusieurs battements, 2 temps. Ou 4. Maintenant, on organise les temps en organisant des cycles de temps qui se répètent. Cela peut être des cycles de 2 temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un peu comme une danse à 2 temps, vous faites 2 pas. 1, 2, 1, 2. Voilà une musique à 2 temps. 1, 2.
fait tourner en boucle 2 temps. 1, 2. On peut aussi faire tourner en boucle un système de 3 temps qui se répètent. Les valses, par exemple, ce sont des danses à 3 temps. 1, 2, 3. Plom, 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 plom. Et ce sont des cycles de 3 temps qui se répètent en boucle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et enfin, on peut aussi organiser la musique par boucle de 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On peut donc aussi représenter ces temps et l'organisation de ces temps de la musique sur la portée. D'abord, revenons à notre clé de sol. Et nous allons mettre des petits barres en travers, des petites barres en travers la portée que l'on appelle des barres de mesure. Et maintenant, si vous avez une musique où il y a seulement 2 temps en boucle qui se répètent, vous allez avoir un temps ici, un deuxième, un temps, un deuxième, un temps, un deuxième. 2 temps par mesure. Pour savoir combien il y a de temps par mesure, il y a une indication qui s'appelle une indication de mesure qui s'inscrit à côté de la clé de sol. Et si vous avez 2 temps par exemple, vous allez avoir le chiffre 2 en haut. Cela signifie qu'il y a 2 temps dans chacune des mesures. Et souvent vous avez en dessous un autre chiffre. Là je mets un 4. Le 4 vous indique quelle est la figure de note qui va représenter un temps. Oh, je sens que c'est un petit peu compliqué. Vous avez des notes qui sont dessinées comme ça, d'autres qui sont des noirs, d'autres comme ceci. Si vous avez écrit un 2 ici, en dessous, cela veut dire que c'est cette figure qui va représenter un temps, ce qu'on appelle une blanche. S'il y a un 4 en dessous du 2, cela signifie que c'est la noire. Cette figure de note va représenter un temps. Donc j'ai la place de mettre dans chacune des mesures 2 notes. Dans les mesures, on peut aussi mettre 3 temps, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc 1, 2, 3, 3 pulsations par mesure. Et cette fois-ci, nous allons avoir le chiffre 3. En haut du 4. 3 temps. 1, 2, 3. Enfin, nous pouvons également mettre 4 temps par mesure. 1, 2, 3, 4. Et dans ces cas-là, le chiffre de haut est un 4 et indique le nombre de temps par mesure. Enfin, pour terminer, 3 petits morceaux en pile. Alors le premier, vous pouvez voir qu'il a écrit 2, 4, c'est l'indication de mesure. Cela nous indique donc que la musique est organisée par 2 temps qui se répètent en boucle. Dans la première mesure, il vous est indiqué que vous ne jouez pas. Cela s'appelle une mesure de pause. Vous avez une mesure avec un petit carré noir suspendu à une ligne. Donc, comme la mesure fait 2 temps, les 2 premiers temps, vous ne jouez pas. Et seulement après. Vous avez des notes, donc, qui sont des noirs, qui suivent la pulsation. Et à la fin, vous avez une barre un peu plus épaisse, qui s'appelle la barre de fin. Ça veut dire que c'est fini, vous pouvez vous arrêter. La ligne en dessous est un autre morceau. On s'en occupera après. Adagio, ça veut dire très lent en italien. Et la pulsation est à 40. Voilà la pulsation à 40. C'est pas du tout facile de placer les notes au bon moment.
Non seulement c'est pas facile, c'est même très très difficile. Ça vaut absolument la peine de prendre beaucoup de temps, au stade où nous en sommes, pour réussir à mettre les notes au bon moment, même si c'est très difficile. Pour réussir à mettre les notes au bon endroit, il y a un truc. Le truc consiste à décomposer les temps. Nous avons deux temps, 1, 2. Entre le 1 et le 2, je vais dire des « et ». Et ce « et », il va nous aider à mettre les notes ni trop tôt ni trop tard. Je vous montre un exemple. 1 et 2 et 1 et 2 et. En rajoutant ce « et », vous augmentez vos chances de mettre les notes au bon endroit. Premier morceau. Première mesure, on ne joue pas, donc 1 et 2 et. Et. N'oubliez pas de bouger le coude pour changer de corde. Morceau suivant, andante, en italien, en marchant. Donc, c'est pas rapide, mais ce n'est pas trop lent non plus. Cela doit avancer. 3, 4 est l'indication de mesure. 3 temps par mesure, cette fois-ci. Et la noire, représentant un temps. 1 et 2 et 3 et 3 et 1 et 2 et 3 et 3 et. Le dernier petit morceau va être beaucoup plus rapide, allegretto. 80 pulsations par mesure. Nous avons un petit C comme indication de mesure. Ce C, c'est exactement la même chose que s'il y a écrit 4-4. Cela veut dire 4 temps par mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et. Je vous conseille vivement de bien vous entraîner à placer les notes de façon régulière, d'abord, et de bien parvenir à les passer avec un métronome. C'est un bon exercice à faire dès maintenant. Voici donc pour la leçon 4. Je vous souhaite un bon travail et vous donne rendez-vous à la leçon 5.